Alors Pascal Hervé, comme dans un clin d'œil pour défendre le maillot à poids, absolument pas mis en difficulté d'ailleurs ici, de Richard Virenque, eh bien il a mis un point d'honneur. Pascal Hervé a passé en tête. Alors au sommet de ce col, on n'a pas vu le coureur qui était intercalé juste derrière. Il y a un coureur qui est en train de revenir. Vous voyez tout au fond de l'image là-bas en haut à gauche. Si on pouvait voir... Alors qu'on retrouve avec la moto une chute derrière, semble-t-il, les coureurs repartent. Ah, c'est Thibaut ça. Difficile de la reconnaître, les Motorola avec leur coupe de cheveux nouvelle. Mais sans aucun doute, c'est Thibaut qui s'est également intercalé donc. Il va passer à 1 minute. Il peut revenir, c'est la limite, mais Bruno peut revenir. Est-ce qu'il va avoir le concours? Il a souffert dans la montée. Un autre coureur, c'est Bruno Boscardine. Alors Elie était revenu dans le groupe de tête. Thibaut est toujours intercalé. Et puis notre coureur. Alors que là on retrouve le peloton avec toujours notre caméra fixe. Dufaux en tête de ce peloton, Luc Leblanc, Sorensen. En deuxième ligne on retrouve Richard Virenque, Björn Norris. Juste derrière Richard Virenque, attentif tout de même, il y a le deuxième du classement général, Yann Ullrich. Et puis Laurent Brochard n'est pas loin. Laurent Madouas. Le maillot vert de Zabel. Puis derrière Simon un petit peu en difficulté, Vanzella. Il est temps d'arriver à Paris pour bon nombre de ses coureurs. Il y a eu Bourgeot qui avait ouvert entièrement le maillot pour essayer d'aérer un petit peu plus. Richard qui protège donc deux de ses équipiers, Bartoli et Elie. Pascal Richard. Oui, pas Richard Virenque. Richard Virenque. On a vu Escartine également avec son maillot vert de la Kelmer. Il y a Luc Leblanc qui passe un petit peu passe en tête du peloton, je crois. Oui, il est passé. Mais il n'y avait plus beaucoup de points à marquer puisqu'il y avait déjà 13 coureurs qui étaient passés. Fondriest. Potensana aussi vient de passer. Vanzella. Cédric Vasseur. Moncassin. La chaleur toujours très présente sur ce Tour de France. Tour de France très éprouvant. Très éprouvant pour les coureurs. On l'a vu avec un nombre d'abandons assez considérable. Puisque aujourd'hui on compte 69 abandons depuis le début du Tour. C'est quand même un chiffre très important. Un Tour qui a été très éprouvant pour les organismes. Avec le froid qui nous a accompagnés pendant les 8 premiers jours, puis la grande chaleur, les conditions les pires. On ne pouvait pas avoir pire dans ce Tour de France. Donc ça explique que le peloton des coureurs est très fatigué et le peloton des suiveurs également. Peloton qui vit mal donc cet épisode que nous résumions au début de ce reportage et dont on reparlera tout à l'heure, donc de ce mouvement de grogne, de colère même, des motards et des photographes et caméramens de ce Tour de France. Très éprouvé également. Et c'est vrai que l'accident de Patrick Boutroux et Jacques Garcia hier aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Même Gérard Porte nous a dit qu'il avait eu très peur au début, car les blessures étaient très profondes et très spectaculaires, mais qu'heureusement Patrick et Jacques ont pu rester parmi nous dans ce Tour. J'avais vécu d'assez près l'épisode Yann Ras puisque j'étais à l'époque sur la moto. Et c'est vrai que là aussi les motards et les photographes et les caméramans avaient fait preuve, et les commentateurs avaient fait preuve d'une grande solidarité.
je le répète, ce métier, c'est ce qui fait un peu l'identité du cyclisme d'ailleurs, à la fois pour le peloton et pour les suiveurs. J'en parle souvent avec les commentateurs ou les journalistes qui suivent des sports comme le football par exemple. Bien sûr qu'il y a une sorte de camaraderie qui s'installe, mais c'est vrai qu'on se retrouve dans une tribune commentateur, on se voit avant le match, on se voit après, alors que là on vit ensemble pendant 23-25 jours. On se retrouve ensuite pour les spécialistes qui suivent les courses au Tour d'Italie, ensuite on se retrouve au Championnat du Monde, on se retrouve aux Jeux Olympiques, on se retrouve au Tour d'Espagne. On arrive à passer, souvent les suiveurs plaisantent ainsi, ils s'aperçoivent ensuite avec leur motard, les photographes disent je passe plus de temps avec toi qu'avec mon épouse. Mais c'est vrai, car ils passent des heures et des heures ensemble, car après l'arrivée, eh bien la vie continue, il faut encore aller faire suivre la moto mécaniquement. Et c'est vrai que ce sont ça devient une... Puis le soir dans les restaurants, je ne parle pas de l'ambiance, hein, ce sont des gens qui généralement savent vivre. Et donc lorsque l'un d'entre eux est mis à terre, comme ça a été le cas hier, ça fait un traumatisme bien compréhensible. Et j'ose le dire, bien légitime. Un petit mot sur le programme de la journée. Donc nous venons de passer Saint-Étienne-de-Baïgorry, puis le col d'Ispegui. Nous sommes donc en France et au sommet du col d'Ispegui, mais nous sommes repassés en Espagne pour passer par Eratzu, Bozzate, Puerto Oxando, qui va être la deuxième grande difficulté de ce final, puisque le sommet est placé à 47 km de l'arrivée et classé en deuxième catégorie. Et ensuite, eh bien, nous reviendrons en France par Dancharia, Ainoa, Sarre, le col de Saint-Ignace, Asquin, Saint-Jean-de-Luz, Cibourg, Urugne, Hendaye, et ce sera l'arrivée ici sur cette belle ligne droite, ce boulevard de la mer, juste en face de chez Serge Blanco, qui est aujourd'hui, qui suit l'étape bien sûr, avant de s'envoler pour Atlanta. Journée particulière aujourd'hui sur le Tour de France, déjà parce qu'il y a une certaine je vais dire décompression, voire dépression après la journée vécue hier. Le Tour sans Paris. Et une autre circonstance particulière, bien ça fait un an jour pour jour que l'accident de Fabio Casartelli a eu lieu, un an jour pour jour, donc que le Tour de France avait vécu une de ses plus sombres journées, avec la disparition de Fabio Casartelli dans les circonstances que vous connaissez. Il n'est pas vraiment utile de préciser que tout le monde a aujourd'hui, plus que les autres jours encore, une pensée. Et je vous rappelle que le prix du meilleur jeune du Tour, puisque Fabio était un très jeune coureur, ancien champion olympique, eh bien le prix du meilleur jeune porte le nom de Fabio Casartelli et sera remis dimanche sur les Champs-Élysées par sa veuve et en présence de son enfant. Donc ce sera encore une... Alors quand je parle de circonstances particulières, nous venons
d'apprendre une nouvelle et vous avez entendu confirmation pour l'annoncer. Et je viens de l'annoncer à Bernard Thévenet. Et Bernard, je sais que cette nouvelle vous touche plus que tout autre. Et j'y vois un symbole assez étonnant. Un an jour pour jour après la mort de Fabio Casartelli, on vient d'apprendre la mort de Fuente. Ouais, je suis très touché parce que il y a plusieurs jours déjà, on savait que Fuente allait vraiment très très mal. C'était vers Arquesnan. Pardon Bernard, on va peut-être rappeler qui est Fuente, peut-être pour les jeunes téléspectateurs qui nous écoutent. Oui, eh bien Fuente était l'un des grands grimpeurs des années 70. Nous avons parlé tout à l'heure en attendant le tour dans la rétrospective du Tour 73. José Manuel Fuente avait remporté le Tour d'Espagne en 74, la Vuelta, d'une fort belle façon. Il avait terminé 3e du Tour de France en 73. Je crois qu'en 74 également, il avait fait une très grande performance au Tour d'Italie. Il avait mis Merckx en danger. Et Merckx n'avait sauvé le maillot rose et remporté le Tour d'Italie que dans les toutes dernières étapes. C'était vraiment l'un des derniers prototypes des super grimpeurs. C'est un garçon qui avait un double ou même le triple démarrage dans les cols, était capable de produire un premier effort, de récupérer très rapidement, de refaire un second effort. Il ne fallait surtout pas commettre l'erreur d'essayer de le suivre. Il fallait essayer de reboucher au train. Mais puis c'était un garçon qui était très espagnol, était très impulsif. Et j'avais eu l'occasion de le revoir l'année dernière parce qu'on savait qu'il allait très mal. Il était en dialyse et nous lui avions rendu un hommage qui avait été rendu par toute la ville d'Oviedo et ses amis d'Oviedo. Et il y avait là Felice Gimondi, il y avait Eddy Merckx, il avait tenu à ce que ses grands rivaux du passé soient présents. Et puis en début du Tour de France, j'avais eu des nouvelles alarmantes par Enrique Sima, un ancien coureur qui est maintenant journaliste. Et puis là, ces derniers jours, il semblait que ça allait un petit peu mieux, que ça allait beaucoup mieux. Il avait subi une transplantation il y a 3 semaines environ. Et ça s'est mal passé au début, puis maintenant ça allait mieux. Et bien, nous en parlions tout à l'heure en attendant le tour, parce que il y a 2 grands acteurs de ce Tour 73. C'était tout à l'heure la rétrospective du Tour 73. Il y a 2 grands acteurs qui sont disparus, Luis Ocaña et José Manuel Fuente. C'est une page du cyclisme des années 70 qui se referme. Voilà, journée particulière donc sur ce Tour de France, vous l'aurez compris. Avec le maillot jaune toujours aussi serein. En tout cas, ce Tour restera quand même, pour ce qui concerne le sport, une édition dont on se souviendra. Regardez ces 4 coéquipiers de Miguel là. Enfin, il y a même Miguel d'ailleurs au milieu. Le moment était fort hier, hein, les adieux de... Enfin, les adieux, ouais. Que dis-je? La passation de pouvoir, c'est un lapsus. La passation de pouvoir de Miguel Indurain à Björn Risch sur ce podium de Pampelune, c'était un moment fort aussi. Hein. C'était un moment extrêmement émouvant. C'était une sorte de passation de pouvoir. Est-ce qu'elle est définitive ou momentanée? Là est la question. Parce que pour revenir à ce que disait Miguel Indurain tout à l'heure dans le petit bonbon, l'incrustation, je pense que Miguel était venu au départ de ce Tour de France avec beaucoup d'ambition et d'ambition légitime. Nous l'avions vu il y a 1 mois dans le critérium du Dauphiné libéré, et il était très très fort. Il nous avait surpris par sa force, par l'ampleur de son travail dans la montée du col d'Izoard. Et à ce moment-là, eh bien, on pensait vraiment que Miguel allait être l'un des plus forts de ce Tour de France. Et je ne suis pas étonné que Miguel ait envie de revenir ou dans le Tour d'Espagne ou dans le Tour de France l'année prochaine, parce qu'on peut penser qu'il n'a pas été battu vraiment sur sa propre valeur. C'est vrai qu'au Dauphiné, il avait impressionné tout le monde et que la plupart des observateurs au soir de cette fameuse étape de Briançon disaient que Miguel Indurain ne pourrait pas être battu dans le Tour de France.
Oui, c'était une opinion générale. L'opinion était que Miguel Indurain redevenait vraiment le grand favori de ce Tour de France. Et puis, bon, n'oublions pas non plus ses victoires à la bicyclette basque, au Tour d'Alentejo, quelques courses à étapes qui n'avaient peut-être pas un lot, où il n'y avait peut-être pas un lot très relevé d'adversaires, mais il fallait quand même être présent. Certainement que Miguel, après l'arrivée du Tour, on pourrait même dire après le contre-la-montre de Saint-Émilion, puisque c'est là qu'il y aura vraiment un test pour lui, et bien après le contre-la-montre, il se soumettra certainement à des examens pour essayer de détecter d'où vient cette baisse de performance